Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série consacrée à l'étude de la thermodynamique. Dans cette première vidéo, nous allons étudier certaines notions fondamentales du chapitre 1, disponible dans le cours papier. Nous allons commencer par définir exactement ce qu'est l'énergie, la puissance et le travail, et conclurons le reste du chapitre 1 dans une autre vidéo. Alors, premièrement, on va donc parler de thermodynamique tout au long de cette année scolaire et tout au long de ces vidéos. Et la thermodynamique, qu'est-ce que c'est? C'est une science qui permet l'étude de la conversion de l'énergie sous deux formes, à savoir la chaleur et le travail. Et dans les deux sens, comment transformer la chaleur en travail et comment transformer le travail en chaleur. Alors, il faut savoir que la thermodynamique est une science assez jeune, puisque son essor s'est vraiment concrétisé dans les années 1850, où elle reste malgré tout à l'échelle macroscopique. En effet, c'est grâce au gros essor des machines thermiques au début des années 1800 que la thermodynamique va être développée. En effet, il faut savoir qu'on a développé les premiers moteurs avant de comprendre comment ils fonctionnaient. Et donc, les moteurs thermiques qui pompaient de l'eau en dehors des mines ou les premiers moteurs à vapeur fonctionnaient, mais on ne sait pas trop comment en fait. Et donc, les physiciens de l'époque se sont attelés à développer une science permettant de comprendre et de prévoir le rendement de différents moteurs. Alors, les grands noms de l'étude de la thermodynamique, c'est évidemment Rudolf Clausius, qui, milieu des années 1800, donc 1865, clôture près d'un siècle d'études de la thermodynamique, et on commence seulement à l'appeler thermodynamique à ce moment-là. Et il la concrétise comment? En écrivant un livre finalement, et dans lequel il va définir les deux premiers, ce qu'on appelle aujourd'hui les deux premiers principes de la thermodynamique, on reverra ça plus tard. Et il généralise ses observations qu'il avait faites sur un ballon de gaz à l'univers tout entier. Il faudra attendre un peu plus tard que James Clerk Maxwell et Ludwig Boltzmann réconcilie les travaux macroscopiques de Clausius avec la physique des particules et développe l'étude de la thermodynamique microscopique. Et cette partie de la thermodynamique, dans la thermodynamique microscopique, n'a fait qu'évoluer au cours du XXe siècle, servant même de base à d'autres théories. Alors, la thermodynamique, c'est très important de l'étudier parce que avec la révolution industrielle qu'on a connue et même qu'on continue à connaître actuellement, l'être humain est complètement dépassé en termes de force par rapport aux moteurs qui sont utilisés dans l'industrie. Et tout ingénieur se doit de comprendre comment fonctionnent ces moteurs et plus largement comment fonctionne l'univers, puisque la thermodynamique va permettre aussi de comprendre au niveau d'énergie, travail, chaleur, comment est-ce que fonctionne l'univers. Alors, ces vidéos, ce cours papier sont développés sur base du syllabus, du livre plutôt de monsieur Olivier Kleinen, thermodynamique de l'ingénieur. Alors, pour les étudiants qui suivent ces vidéos dans le cadre du cours de deuxième bac, vous avez le support papier de mon cours. Alors, le support papier n'est qu'une retranscription réécrite du livre de monsieur Kleinen. J'ai pas inventé l'eau chaude, donc j'ai simplement repris ce qu'il a fait et remis ça un peu sous forme plus propice à donner cours que simplement à lire un livre. Pour les gens qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, je vous invite à vous procurer ce livre thermodynamique de l'ingénieur d'Olivier Kleinen, qui est en licence Framabook, donc il est disponible gratuitement en téléchargement, je mettrai le lien dans la vidéo, mais on peut aussi le payer en version papier, alors c'est pas très cher, de mémoire c'est une vingtaine ou une trentaine d'euros, et franchement pour le travail qui est dedans, ça les vaut largement. Alors le premier concept qu'on va définir, c'est la notion d'énergie. Alors, c'est méchant de commencer par ce concept-là, parce que c'est un concept qui est très difficile à définir, parce qu'il n'y a pas vraiment une définition propre de ce qu'est l'énergie. Alors, il faut savoir que le mot énergie vient du grec, alors je ne vais pas essayer d'exprimer ça en grec, mais c'est quelque chose qui ressemble à energia, et qui veut dire activité, opération, mouvement, etc. Et cette énergie peut prendre plusieurs formes. On verra différentes formes de l'énergie. Alors, on définira finalement l'énergie comme une grandeur qui ne peut pas être détruite. D'accord ? C'est quelque chose qui ne peut pas être détruit.
et on définira l'énergie en termes d'ingénieur comme la capacité d'un corps à mettre un autre en mouvement, soit de façon unifiée, c'est le cas d'un déplacement, une voiture qui se déplace, soit de manière désordonnée, et alors là on parlera d'excitation chaotique, et on parlera justement de ce qu'est ces excitations chaotiques. Alors, on mesure l'énergie en joules, hein, c'est son unité système international. Je disais, elle est transformée, mais jamais détruite. Hein. On pourra transformer de l'énergie cinétique ou de l'énergie chimique, etc. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Et donc, vous avez l'image de cette magnifique, d'une Porsche hein, qui s'est pris un petit poteau. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'énergie quand on voit cette image. Il faut savoir que la voiture, quand elle roule pas, elle a quand même rempli d'énergie. En effet, la voiture, quand le plein est fait, elle a plein de carburant, et le carburant, c'est typiquement de l'énergie potentielle chimique qui est stockée. Une fois qu'on va mettre le moteur en route, on va utiliser ce carburant, on va le faire brûler dans un moteur, et donc on va transformer ça en énergie qui va être consommée par le moteur pour faire se déplacer la voiture, donc en énergie cinétique, mais aussi une énergie qui va être dissipée par frottement, c'est de la chaleur. Puisqu'une voiture qui roule, le moteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire rouler la voiture, mais aussi vaincre les frottements de la route et de l'air. Alors toute cette énergie est transformée en chaleur, mais n'est jamais détruite. Et même quand la voiture est arrêtée, ce qui s'est passé ici, si l'arrêt est brutal comme ça, toute l'énergie emmagasinée par la voiture qui était cinétique par exemple, s'est transformée en une énergie de déformation qui a détruit le poteau, et ici c'est surtout la voiture qui a pris cher. Hein. Et donc, tout ça nous permet de déterminer ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Alors, il y en a 3, voire 4. Le premier principe de la thermodynamique, c'est de dire que l'énergie est indestructible. Alors, on va formaliser ça de manière mathématique dans les chapitres 2 et 3, mais c'est ça la grande idée du premier principe de la thermodynamique, c'est que l'énergie est indestructible. Alors, je disais, il en existe 3, voire 4. Le principe, même 5, hein, si on veut vraiment aller très loin. Le principe qu'on pourrait appeler principe zéro, c'est le principe de l'équilibre thermique. C'est de dire que si jamais on a deux corps qui sont en équilibre thermique, hein, avec un troisième, ça veut dire que eux deux sont eux-mêmes en équilibre thermique entre eux. Le premier principe, c'est la conservation de l'énergie, je viens d'en parler. Le deuxième principe, on parlera ça plus tard dans le chapitre 7, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire le déplacement spontané de la chaleur, toujours de la source chaude vers la source froide. Et on définira ça mathématiquement à l'aide de la loi de l'entropie. Et le principe numéro 3, qui est très important aussi, c'est de dire que l'entropie, donc c'est un concept qu'on définira plus tard, d'un cristal parfait à la température de 0 Kelvin vaut 0. Alors il existe un cinquième principe qui s'appelle le principe 4, qui a été développé début des années 1900 par Onsager, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui serait une hypothèse sur le fait qu'il existe un lien entre courant volumique et force thermodynamique, mais là ça sort clairement de notre cadre d'études et aussi de notre cadre de compétences. Alors il existe différents types d'énergie qui peuvent évidemment se transformer. Alors la première énergie qu'on a mise en évidence facilement, que ce soit au cours ou même en termes d'évolution de la physique, c'est l'énergie cinétique. On développe aussi l'énergie potentielle. Alors là, l'énergie potentielle, il y a plusieurs types d'énergie potentielle. Hein. On peut parler de potentiel de hauteur, on peut parler de potentiel de compression avec un ressort. L'énergie chimique, qui est une combinaison d'énergie potentielle et cinétique, mais à l'intérieur des atomes. Hein. Il y en a d'autres, hein. Par exemple la masse, le fameux E égale mc2, qui est une forme d'énergie subatomique qui lie masse et énergie. Et enfin, en thermodynamique, on va utiliser principalement 3 types d'énergie. On va faire se combiner ensemble. La première, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne. Alors, l'énergie interne, c'est un concept qui permet de regrouper tout ce qui est énergie cinétique et potentielle à l'intérieur des molécules, et donc c'est-à-dire finalement la quantité d'énergie mécanique stockée à l'intérieur d'un objet. Donc, attention, je développe quand même que quand on dit que c'est l'énergie totale mécanique à l'intérieur d'un objet, on parle bien au niveau d'interactions élémentaires moléculaires. C'est donc des interactions microscopiques. On dira que l'énergie interne, c'est égal à la somme de l'énergie cinétique de chaque entité élémentaire et
à la somme, en plus de ça, de toutes les énergies potentielles d'interaction de ces entités élémentaires. Et donc, ça correspond à de l'énergie intrinsèque du système au niveau microscopique, pas macroscopique, parce qu'on parlera, évidemment, et ça sera le cas dans le chapitre 3 dans les systèmes ouverts, on verra qu'il y a de l'énergie mécanique, macroscopique, qui apparaît dans certaines transformations. La deuxième forme d'énergie qu'on va étudier beaucoup, même beaucoup, c'est la chaleur, qu'on note Q, et qui est un transfert d'énergie cinétique de manière chaotique. C'est-à-dire quand les molécules transmettent leur énergie cinétique sans qu'il y ait d'ordre à cela. Et la troisième énergie, c'est le travail, qu'on note W, et qui lui représente justement une transmission d'énergie cohérente d'un corps vers un autre. Alors on va définir aussi ce qu'est la puissance. Et la puissance, c'est un débit d'énergie sur un temps. Et donc la définition donne finalement l'unité. L'unité système international, c'est le watt. Et ça représente donc la quantité d'énergie, donc les joules, divisé par un temps, c'est-à-dire des secondes. On utilise d'autres unités conventionnelles pour la mesure de la puissance. Par exemple, les chevaux. Un cheval représente 735,5 watts. Alors, j'attire votre attention qu'on parle de un cheval égale 735,5 watts quand on utilise la norme DIN 66036, qui est la norme utilisée dans l'industrie automobile. En effet, il faut se méfier des chevaux anglais. Je m'explique. On parle parfois de cheval vapeur, qu'on appelle horsepower, qu'on écrit 1 HP, et qui vaut 746 watts, et pas 735. Alors ça vient de problèmes de conversion, puisque le système anglais utilise des unités qui sont un peu farfelues pour nous, d'accord? Les pieds, les livres force, etc. Et donc, un HP, chez eux, un horsepower, ça correspond à 550 pieds libre force par seconde. Et une livre force, c'est 4,448 newtons. Alors vous comprenez qu'avec la conversion, les pieds, les 4,448, etc., ça crée des erreurs, et donc on n'utilise pas tout à fait la même conversion que eux. Et donc quand on parlera de chevaux, que ce soit dans les exercices ou bien dans la littérature qu'on voit régulièrement, un cheval c'est 735 watts, également dans les voitures. Alors on la note soit E point ou P. Alors je m'explique. P, la puissance classique. Alors pourquoi E point? E point, c'est une notation physique qu'on utilise souvent. Alors on l'utilise plus en mécanique, mais elle est là. Par exemple, si on veut écrire la vitesse, on sait que c'est la position divisée par un temps. Et donc on divisera x sur t et on l'écrira x point. De la même manière qu'on définira l'accélération comme étant la vitesse sur le temps et on écrira ça v point. Donc quand on voit une note, une lettre grand E par exemple avec un point au-dessus, c'est cette valeur, donc c'est l'énergie. Grand point, ça veut dire qu'on va la diviser par le temps. Et c'est comme ça tout le temps, que ça soit en mécanique, en thermodynamique, etc. Si vous avez par exemple V point, c'est la vitesse sur le temps, et donc ça représente une accélération. Alors on parle aussi beaucoup, et on va utiliser beaucoup, l'énergie et la puissance dite spécifique, qu'on appelle aussi parfois massique. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Il est intéressant souvent de quantifier des transferts énergétiques sans prendre en considération la masse intérieure de la machine. Par exemple, si on veut comparer la puissance ou l'énergie fournie par un moteur de camion et un moteur de moto. Alors, d'instinct comme ça, on va se dire le moteur de camion est beaucoup plus puissant qu'un moteur de moto. Oui, c'est vrai, mais il doit tirer 35 tonnes. Alors qu'un moteur de moto ne doit tirer que 195 kg. Donc, on peut pas vraiment comparer ce qui n'est pas comparable. Et donc, on va utiliser pour ces comparaisons de cet ordre-là, ce qu'on appelle l'énergie spécifique. Donc, c'est-à-dire l'énergie qu'on a ramenée et qu'on a divisée par rapport à la masse de notre système. Alors, elle s'exprime en joules par kilo. Et on peut définir aussi ce qu'on appelle la puissance spécifique, qui est donc la puissance divisée. Alors là, on peut plus parler de masse, parce qu'on peut pas diviser une puissance qui est un débit d'énergie par une masse, mais on doit la diviser par un débit aussi. Donc on va diviser ce débit d'énergie, la puissance, par un débit de masse, qui est m point, donc qui est la masse sur le temps. Et donc finalement les unités sont les mêmes, puisque j'ai des joules par seconde divisé par des kilos par seconde, les secondes s'en vont, il me restera des joules par kilo.
Alors, on va étudier maintenant ce qu'on parlait tout à l'heure, donc qui est l'énergie mécanique, à savoir que l'énergie mécanique, c'est une énergie qui est composée des énergies cinétiques et des énergies potentielles. Alors, je reviens pas trop sur les études de ces énergies, normalement vous avez vu ça dans le cadre d'autres cours, mais l'énergie cinétique c'est 1 demi mv carré, donc la masse multipliée par la vitesse au carré divisé par 2. Et on peut du coup définir aussi l'énergie cinétique spécifique en divisant par la masse, on aura donc 1 demi v carré. Et l'énergie potentielle, généralement, celle qu'on va beaucoup utiliser, c'est l'énergie potentielle de hauteur, c'est-à-dire mgh. Enfin, dernier concept qu'on va étudier dans cette vidéo, c'est le travail. Alors le travail, comme c'est exprimé ici, c'est un transfert d'énergie. Et donc, un objet va fournir un travail et perdre de l'énergie lorsqu'il exerce une force le long d'un déplacement. Donc le travail, qu'est-ce que c'est? C'est une force fois un déplacement. Alors ici, elle a été écrite sous forme d'intégrale. Pour vous embêter, non je rigole. Pourquoi? Parce que là, ça c'est vrai, hein, quand on dit le travail, c'est la force fois le déplacement. C'est vrai quand on a des déplacements qui sont assez simples. Et généralement, quand on travaille en secondaire ou en première année supérieure, on utilise des transformations, des travaux qui sont très simples. Hein, la force de 5 newtons qui permet de déplacer une caisse sur 5 mètres, par exemple. Et ça marche très bien parce que le déplacement est constant, 5 mètres, voilà, en ligne droite, terminé, bonsoir. Par contre, à partir du moment où on utilise des déplacements qui sont pas linéaires ou bien qui sont complexes, enfin voilà, on doit passer par le système d'intégrale. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais fait d'intégrale, ce qui m'étonnerait quand même, en physique, hein, je parle, parce qu'en maths vous en avez fait, ça je suis sûr, mais en physique, eh bien, quand on a un déplacement qui est compliqué, hein, par exemple, qui est une courbe aléatoire, comment est-ce qu'on va étudier la force sur ce déplacement? Eh bien, on va diviser ce déplacement en une quantité plus petite de petits déplacements, hein, des plus petits déplacements qu'on va appeler delta L, et on va commettre une erreur. Parce que quand on va vouloir sommer toutes les surfaces sous une courbe de delta L, on va commettre des erreurs. À quel moment est-ce qu'on va réduire l'erreur? Quand on réduit l'intervalle de ces delta L jusqu'à en avoir une infinité. Et au moment où on a une infinité de delta L, eh bien ça veut dire qu'ils ont chacun une longueur infiniment petite, et quand on parle d'infiniment petit, on parle de dl. C'est pour ça qu'apparaît dl dans l'équation qui est là. Et quand on veut sommer l'entièreté de tous ces produits élémentaires, on ne peut pas additionner une infinité d'éléments, sauf si on fait ce qu'on appelle l'intégrale. L'intégrale, c'est la somme d'une quantité infinie d'un infiniment petit. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de concepts à assimiler. La vidéo va être assez courte ou longue, hein, en fonction de vos impressions. Je vous invite à revoir chaque concept indépendamment et de bien retravailler ça. Vous avez le support de cours avec vous et vous n'hésitez pas à poser des questions, soit en commentaire, soit sur Teams, hein, c'est encore plus simple. Et alors, quand on se verra aussi en réunion sur Teams. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.